Son petit billet de présentation de notre invité principal, Renaud Camus. Donc Renaud Camus, écrivain réputé, belle plume reconnue, qui n'a pas été touché par ses récits de voyage. Rien ne vous forçait à dire non. Rien ne vous forçait à dire non, comme Robert Ménard, du reste. Non au changement de peuple et de civilisation. Vous pouviez rester bien tranquillement là où vous étiez avec votre rang de situation. Et vous avez dit non. Vous êtes à l'origine de vous êtes l'auteur de cette formule qui a fait Flores, le grand remplacement. Et il est vrai que par un réflexe un peu pavlovien, le nom de Renaud Camus est maintenant associé à ces deux mots de grand remplacement. On peut le déplorer quelquefois parce qu'on se dit que les médias écrasent un peu ainsi le reste de votre œuvre littéraire. Mais finalement, en vous voulant vous réduire à Monsieur Grand Remplacement, ils vous ont involontairement fait beaucoup d'honneur, qu'à forcer de constater que la vie politique, intellectuelle et culturelle, que l'actualité tragique même, peuvent être résumées aujourd'hui par ces deux mots. Donc loin, vous êtes peut-être Monsieur Grand Remplacement, mais vous êtes surtout Monsieur Grand Discernement, et avant tout le monde. Comme je l'ai demandé aux autres, je voudrais savoir quel est pour vous le fait, l'élément qui a fait que vous êtes rentré dans cette dissidence, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit. Écoutez, si vous voulez bien me le permettre, je mettrai une légère protestation sur le « avant tout le monde ». Non, pas avant tout le monde. Il y a eu des prophètes de malheur, enfin des prophètes du malheur remarquables bien avant moi. Et il y en a deux auxquels je ne cesse de rendre hommage parce que j'ai pour leur vision d'avenir la plus grande admiration, qui sont Jean Raspail, évidemment. Le camp des saints est très antérieur à tout ce que j'ai pu écrire sur la question. Et comme j'ai tendance à poser la question de façon internationale et européenne, je crois que c'est l'Europe qui est soumise au changement de peuple et de civilisation. Il y a aussi, dans un genre très différent de Jean Raspail, Enoch Powell et son fameux discours et l'ensemble de ses œuvres. Donc je ne peux pas tout à fait assumer le rôle écrasant de pionnier en la matière. D'ailleurs, je n'y tiens pas, je ne veux pas prendre des titres qui ne me reviennent pas. Vous demandiez pourquoi ça m'était venu. En effet, je suis le premier à reconnaître que c'est tout à fait paradoxal, car je suis la dernière personne qui soit faite pour jouer le moindre rôle politique, pour prendre la parole dans des discours, dans des meetings, pour être président d'un parti et maintenant de deux mouvements. Tout ça m'est totalement étranger et je n'ai ni la vocation ni le talent pour le faire. Je le fais par désespoir. Je suis devenu... Moi, je ne suis en aucune façon chauvin. J'aime autant la poésie anglaise que la poésie française. Je crois que si on ne pouvait en garder qu'une, je garderais plutôt la musique allemande que la musique française, quoique j'aime beaucoup la musique française. Je suis un admirateur passionné de l'architecture italienne. Enfin, je ne suis vraiment pas chauvin de nature. Je suis devenu... patriote et un des champions du non par révolte contre les atteintes à la liberté. Et c'est à partir du moment où on a voulu m'interdire d'être français, d'être patriote français, que je le suis devenu passionnément par refus de cette contrainte et par conscience du mensonge qui pesait sur nous. Je trouve que nous vivons dans une société du mensonge total, ce que je me suis permis d'appeler le faux, c'est-à-dire le réel inversé, le faux sel qui est au réel, ce qui est le mensonge et la vérité. Le faux sel, c'est, oui, le règne du faux, et je crois que nous vivons dans un monde du mensonge permanent, comme le montrent tous les mots qui nous environnent et qui sont tous plus mensongers que les uns que les autres. Vous les connaissez tous aussi bien que moi. Vous savez qu'un jeune ne veut pas dire un jeune. Vous savez que populaire, c'est un des plus tristes, veut dire, par exemple, dans un quartier populaire, c'est un quartier
de notre peuple a été chassé, où il n'est plus présent, où on ne le rencontre plus, un quartier populaire. C'est un quartier qui a déjà été soumis au grand remplacement. Il y en a un que j'aime beaucoup depuis 3 jours. Enfin, c'est une découverte récente. Peut-être le connaissiez-vous plus avant, mais il y en a un que je trouve magnifique, qui est tout à fait cette semaine-ci. J'ai lu dans les journaux, je crois que c'était dans le Parisien Libéré, où on parlait. Je trouvais ce titre absolument merveilleux. C'est très triste, mais ça m'a fait beaucoup rire. Et on s'inquiète d'une montée du sentiment religieux à la RATP. On voit bien, n'est-ce pas, toutes sortes de catholiques intégristes débarqués de Saint-Nicolas du Chardonneret qui font des messes sauvages de Saint-Pie V sur les quais de Maubert Mutualité. Donc vous me demandiez pourquoi je suis devenu passionné du non et du refus, et du grand refus. C'est par refus du mensonge, du faux et du discours interdit. Je me suis toujours porté là où les discours étaient impossibles. Et l'un des discours les plus impossibles, c'est évidemment celui qui porte sur l'identité nationale, que vient d'illustrer ce film magnifique et qui a un si légitime succès. Alors, Renaud Camus, quand nous avions préparé cette intervention, vous m'avez dit, voilà, moi j'ai envie d'intervenir autour d'un mot qui est honni, qui est un mot qui est interdit depuis longtemps et qui porte en lui-même tous les symptômes de la dissidence. Je veux parler du génie de notre race. Absolument. Vous placez d'emblée la barre très haut. Oui, il y a des années que je tourne autour de ça. Et je me suis décidé, mais je ne savais pas que vous me prendriez à ce point au mot, c'est le cas de le dire. Mais oui, alors j'assume maintenant le mot race, qui je crois, est le point sensible du mensonge absolu. Le mot race a été abandonné à 2 espèces dont la ressemblance s'avère chaque jour davantage, qui sont les racistes et les antiracistes, qui, contrairement, ont la même conception, la même définition que je trouve absolument absurde, pseudo-scientifique, du mot race. Or, le mot race est un des mots les plus anciens de notre langue, les plus littéralement inscrits de notre langue. Tous les grands écrivains français en ont usé, dans un sens qui n'a rien à voir avec une petite conception scientifique dont j'ai aucune idée, j'ai aucune connaissance biologique. On nous dit que les races n'existent pas. C'est absolument aussi absurde que de dire que les mythes n'existent pas. Enfin, le mot existe et il a recouvert dans notre langue 1000 choses différentes. On a parlé des rois de la 3e race. Dans Racine, le mot est 1000 fois présent. Des princes de ma race, illustre sépulture, là c'est la famille. Ça a été 1000 choses. Il y a une phrase sublime de Bernados que j'aurais dû... Je ne savais pas que vous alliez mettre cette question sur le tapis. J'aurais dû copier cette phrase qui est d'une beauté extraordinaire. Je vais la massacrer devant vous, malheureusement, mais comme toutes les phrases, les longues périodes de Bernados, elle est d'une beauté extraordinaire et très émouvante. C'est... jadis, il y avait autour des enfants français penchés sur leurs devoirs et du jeune homme ivre de sa première sortie sous les marronniers en fleurs avec une jeune fille blonde, le grand murmure, le rêve profond de notre race. Je trouve, c'est encore beaucoup plus beau que ça, mais c'est d'une beauté extraordinaire. Et je pense que le piège dans lequel nous sommes enfermés est nous faire refuser ce mot race qui n'a pas du tout le sens que les racistes et que les antiracistes veulent lui donner et qui est un mot beaucoup plus beau. Alors, par précaution oratoire, on veut nous envoyer ethnie. Il faudrait dire une ethnie. Mais une ethnie est un mot pseudo-scientifique du 19e siècle qui a ses mérites scientifiques, je n'en doute pas, mais qui n'a aucune vertu littéraire, qui n'est pas ancrée dans notre langue et dans la poésie de notre langue, parce que le mot race est dans chez tous nos écrivains. Il est chez Chateaubriand, il est chez
chez Ronsard, et il est absolument partout, dans des acceptions qui sont d'ailleurs très voisines de celles qui est développée dans ce film, c'est-à-dire qui sont liées à la littérature, à la beauté sensible du monde, au territoire, à l'appartenance au paysage, aux arts, à la musique française que j'aime beaucoup malgré ce que j'ai dit précédemment, et je décidais, puisque le gros avantage de ma situation, c'est que je n'ai absolument plus rien à perdre. Je n'ai plus d'éditeur, je n'ai plus de profession, ça peut être un peu embarrassant pour certaines questions, mais c'est très agréable conceptuellement, si j'ose dire. On se sent merveilleusement libéré de n'avoir plus rien à perdre. Et donc, comme je n'ai plus rien à perdre, j'ai décidé, en effet, d'assumer le mot race, de dire que ces gens nous embêtent, de vouloir nous interdire tel mot, et que ce qui a été assez bon pour Racine, pour Barrès et pour Bernanos est aussi bien assez bon pour moi. Bon, d'abord, je vous prie de m'excuser, comme j'ai l'esprit de l'escalier, je reviens un peu sur le thème que j'avais abordé précédemment au sujet de ce mot race, dont il ne faut pas s'effrayer. Quand les antiracistes essayent de nous persuader, quand on parle de la race, on pense à je ne sais quel vacher de la Pouge ou les gens comme ça, mais pas du tout. Moi, je pense, alors, je vous ai cité des références littéraires, mais je pense surtout à des références politiques. La phrase fameuse de De Gaulle, qui a été citée dans le film là, et je me souviens très bien, jeune homme à l'école des sciences politiques, d'avoir entendu Georges Pompidou parler du génie de notre race et aussi des faiblesses de notre race, très sensiblement, dont il soulignait qu'elles avaient déjà été soulignées par Jules César dans La conquête des Gaules, et qui sont le génie de la division. Et c'est pour ça que je ne cesse d'appeler à l'union de ces tribus gauloises au sens qui peut s'élargir indéfiniment. Je tenais à dire ça. Mes références ne sont pas du tout scandaleuses, même politiquement. Elles sont De Gaulle et Georges Pompidou. Je pense que Georges Pompidou est éminemment rassurant. Du coup, j'ai oublié votre question. Qu'est-ce qu'on est prêt à perdre ? Alors, ce qu'on est prêt à perdre, en l'occurrence, à peu près tout dans mon cas, mais je pense que quand on utilise ce mot de dissidence, la plupart des gens pensent très légitimement, et c'est une chose extrêmement réconfortante, je trouve, pleine d'espérance, qui donne de l'espérance, la dissidence dans l'esprit de beaucoup de gens. Les dissidents, ce sont les dissidents de l'Union soviétique. Or, je crois qu'il y a une très profonde ressemblance entre la situation de l'Union soviétique et celle de ce que j'appelle moi, dans mon langage, puisque c'est maintenant tout un ensemble, le bloc remplaciste, c'est-à-dire ceux qui veulent le grand remplacement. Le bloc remplaciste qui, évidemment, ne fait aucune distinction entre les remplacistes de gauche et les remplacistes de droite. D'ailleurs, les remplacistes de droite ont assumé la chose, puisque leur parti, ses initiales sont LR, qui veut dire manifestement les remplacistes. Donc ils ne sont pas moins...